Au sommaire de ce journal, le ministère international pour la restauration des âmes a organisé une veillée de prière. Le Burkina Faso secoué par des mouvements sociaux. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa soutenu par la COSATU pour prendre la tête de l'ANC. Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, est décédé à l'âge de 90 ans. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du journal sur Béni TV. Débutons en religion avec le MIRA, le ministère international pour la restauration des âmes, qui a organisé une veillée de prière de 3 jours de croisade, de délivrance et d'action prophétique. Compte rendu. C'est par une veillée de prière que le ministère international pour la restauration des âmes, le MIRA, a clos sa croisade de délivrance marquant la fin de l'année 2016. Le peuple du MIRA a loué et adoré l'Éternel avec leurs différents chantres invités. Le révérend prophète Prince Tuvoli, fondateur du MIRA, a ensuite donné le contexte de cette veillée en expliquant le choix du thème. On ne tue pas un homme de vision. Alléluia. Tant que tu n'as pas accompli ce que Dieu t'a dit, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas réalisé ce que l'Éternel t'a dit, tu ne mourras pas. Aucun sorcier ne pourra t'arrêter. Aucun marabout ne pourra t'arrêter. Aucun magicien ne pourra t'arrêter. Alléluia. Parce que tu es réel. Dieu ne laisse pas les grands hommes mourir. Alléluia. Alléluia. Je t'annonce ce soir que tu es une femme de qualité dans ta famille. Je t'annonce que tu es un homme de qualité dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour faire monter cette famille. C'est toi que Dieu a choisi pour relever le visage de ta famille. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et comme si les forces du mal s'opposaient aux bénédictions des enfants de Dieu, un orage s'est abattu sur le terrain Sodessi, emportant sonos et instruments. Mais les chrétiens du MIRA fermes, derrière le révérend prophète Prince Tuvoli, ont continué à célébrer Dieu sous la pluie. Et l'Éternel a répondu par de nombreuses délivrances. La Bible a dit, il faut que nous annonçons l'évangile, afin que l'humanité soit sauvée. Mais s'il n'y a personne pour organiser ce genre de programme, il ne pourra jamais avoir des hommes convertis. Voilà pourquoi nous avons organisé ce programme, afin d'annoncer Jésus à ceux qui ne l'ont jamais connu. Ce qui a inspiré cette grande veillée. Ces veilles de prière placées sous le thème Je verrai 2017, malgré les œuvres du diable, avaient pour orateur invité le bishop S.K. Yeboah, venu du Ghana. L'homme de Dieu a conduit le peuple dans des actions prophétiques pour posséder toutes les faveurs de l'année 2017. Le Burkina Faso secoué par des mouvements sociaux. Après les médias publics et les enseignants, c'est cette fois le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale qui a lancé un mot d'ordre de grève. Regardez. Au Burkina Faso, le secteur public fait face au mouvement d'humeur des travailleurs. Après les mouvements des journalistes de médias publics et des enseignants, c'est au tour des travailleurs de la santé d'aller en grève. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale se radicalise et accuse le gouvernement de négliger sa plateforme revendicative. Nous avons, à la précédente grève, voulu montrer aux populations et au gouvernement, et surtout aux populations, que notre grève n'est pas dirigée contre elles. Et nous avons pour cela œuvré à organiser le service minimum. Et nous avons choisi à notre corps défendant un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. Nous savons que même lorsque nous travaillons, il y a beaucoup de désagréments. On sait bien que notre activité est socialement utile. Mais apparemment, nous on pense que le gouvernement n'y croit pas. Je peux considérer que sur 59 points, nous avons été plus ou moins d'accord. C'est bien, le SG vient de dire que le syndicat prend acte, mais on sait que le syndicat ne dit jamais qu'il est d'accord. Dans aucune plateforme, on ne voit jamais ça. C'est prend acte quand
ça semble aller. Il n'est pas d'accord quand ça ne va pas du tout. Et ça, c'est quelque chose, quand même, un langage bien précis. Le SINCHA demande au gouvernement un meilleur traitement salarial, des meilleures conditions de travail et la revalorisation des fonctions soignantes, entre autres. Quand le syndicat sent chez l'autorité un besoin ou une volonté de négocier, il peut être flexible et respecter les conditions habituelles d'une grève. Lorsqu'il sent que l'autorité n'est pas du tout sensible à la démarche, il essaye de mener une grève aussi dure que possible afin de faire fléchir l'autorité. Le SINCHA avait déposé une plateforme revendicative le 12 octobre 2016, suivie d'une rencontre le 18 octobre avec les autorités. Cela n'a pas suffi à répondre aux attentes des deux parties. Après le débrayage de ce mardi 22 novembre, une marche de soutien est également prévue mercredi. Le gouvernement sud-soudanais est revenu sur sa décision. Juba a donné son accord pour l'envoi de casques bleus au Sud-Soudan. Cette force militaire additionnelle sous mandat de l'ONU était indésirable. Reportage. Après plusieurs mois d'hésitation, le gouvernement du Soudan du Sud a finalement accepté l'envoi à Juba, la capitale, d'une force militaire additionnelle sous mandat de l'ONU. Le ministre adjoint de l'information du Soudan du Sud, Akol Paul Kordi, a confirmé l'information vendredi soir. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS compte actuellement 16 000 militaires et policiers. Elle sera donc renforcée par 4 000 hommes supplémentaires pour essayer de stabiliser la paix dans un pays en proie à la guerre civile. Le Kenya et le Rwanda devraient contribuer au renfort de la MINUS qui, d'après le souhait de l'ONU, devrait à présent se déployer autour de l'aéroport et du quartier général de la mission onusienne. Les Nations Unies ont mis en garde ces dernières semaines contre les risques de génocide dans le pays suite à une hausse des incitations à la haine ethnique. Cyril Ramaphosa pourrait bien remplacer Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain. L'actuel vice-président de l'ANC a eu le soutien de la puissante confédération syndicale sud-africaine. Cyril Ramaphosa, le choix de la rédemption. Le COSATU, principale organisation syndicale d'Afrique du Sud, a appelé au soutien de la candidature de Cyril Ramaphosa à la présidence de l'ANC ce jeudi 24 novembre 2016. Selon la Confédération, le vice-président du parti au pouvoir serait le candidat idéal à la succession du président Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain. Il aurait les capacités nécessaires pour sortir l'ANC de son actuelle impasse politique. The CEC resolved to support and lobby for the deputy president of the ANC. Le CEC a décidé de soutenir et de faire pression en faveur du vice-président de l'ANC, le camarade Cyril Ramaphosa, en tant que prochain président de l'ANC. Nous sommes conscients du fait que nous ne sommes pas une structure votante de l'ANC, mais nous représentons les travailleurs. Nous sommes les membres et les partisans de l'ANC. Nous allons nous employer à influencer les structures de l'ANC pour que le camarade Ramaphosa soit désigné comme le prochain leader du mouvement. En effet, le Congrès national africain traverse une crise interne. Il a été mêlé à plusieurs scandales politiques en lien avec le président Jacob Zuma. Le dernier en date étant le rapport Gupta, publié par l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela. Il accusait la puissante famille indienne Gupta d'être intervenue auprès du chef de l'État pour la nomination de ministres et des dirigeants d'entreprises publiques. Cette décision est tout à fait normale parce qu'il y avait une division certaines qui commençaient à se faire sentir au sein du syndicat et que cette division avait pour cause essentielle le soutien que le COSATU apportait justement au gouvernement. L'ANC doit élire son prochain leader en 2017. Ce dernier succédera à Jacob Zuma au poste de chef de l'État en cas de victoire du parti aux élections générales de 2019. Toujours en Afrique du Sud, mais cette fois pour parler du braconnage. Pour lutter contre ce fléau, les propriétaires de réserves privées font appel aux vétérans de l'armée qui dispensent des formations initialement conçues pour la lutte antiterroriste. Loin des guerres d'Irak et d'Afghanistan où il était tireur d'élite, Lynn Westover enseigne des techniques militaires à des rangers sud-africains.
Ces gardes sont chargés de protéger les animaux dans des réserves privées, mais pour les propriétaires et pour ces vétérans américains, les braconniers et les terroristes, c'est du pareil au même. Le comportement qu'on observe en braconnage, c'est le même que lors d'une insurrection. Donc, avoir une expérience et une compréhension approfondie des insurrections et des opérations militaires, ça s'applique directement au combat qu'ils mènent ici. En Afrique du Sud, les rhinocéros sont la principale cible des braconniers. Employés par des gangs criminels, ils revendent ensuite les cornes sur le marché noir asiatique, jusqu'à $60 000 le kilo. Lorsque vous poursuivez un braconnier classique, il s'enfuit. Mais un braconnier de rhinocéros, il a un fusil. Il vous tire dessus s'il pense que sa vie est en danger. Les formateurs ont été des militaires. Ils ont été dans cette situation, on leur a tiré dessus. Ils savent à quoi il faut faire attention. Et c'est important pour nos équipes d'acquérir cette connaissance. Face au massacre, les parcs nationaux et les réserves privées ont réagi. Armes de guerre, chiens dressés à pister et attaquer, équipements high-tech et entraînement militaire. Des vétérans américains et australiens y ont vu une opportunité de reconversion. Au programme de la formation de l'IN, des heures de cours théoriques, des analyses d'empreintes et des exemples pratiques de désarmement. Des enseignements pas toujours faciles à mettre en place pour les Rangers. Les vétérans, eux, y trouvent un second souffle. Je suis toujours plus ou moins dans la même branche. Je fais toujours le même boulot, mais j'ai changé de cible. J'aide d'autres personnes. En tant que vétéran, vous avez un sentiment unique, un sentiment de fierté. Et en faisant ça, on ajuste simplement notre raison d'être. La militarisation verte a conquis la plupart des défenseurs des animaux, des parcs nationaux aux ONG. Elle permet aussi aux rangers de mieux se défendre. Une centaine d'entre eux meurent chaque année dans le monde, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette nouvelle approche n'est pas sans danger. La généralisation des patrouilles armées augmente le risque de dérapage. Au Botswana, dans les parcs, les militaires sont autorisés à tirer à vue sur les braconniers. La Guinée-Bissau fait face à une recrudescence des morsures de serpents dans les régions les plus reculées du pays. Environ 1 million de personnes sont mordues par des serpents chaque année et 20 000 en décèdent à cause de l'absence de soins. 2 petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu, mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau. Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix. Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros. Entamons l'actualité internationale en débutant par le décès du père de la révolution cubaine, Fidel Castro. L'information a été donnée par son frère Raúl Castro. Âgé de 90 ans, Fidel Castro s'est éteint vendredi soir à La Havane. Il était le père de la révolution cubaine, l'un des derniers communistes de la planète. Fidel Castro est mort vendredi soir à l'âge de 90 ans. On le voit ici lors de sa dernière apparition publique en août dernier. C'est son frère, Raúl Castro, qui a annoncé son décès à la télévision cubaine. Cher peuple de Cuba, c'est avec une profonde tristesse que je me présente devant vous pour annoncer à notre peuple, à nos amis d'Amérique et du monde qu'aujourd'hui,
Le 25 novembre 2016, à 22h29, est décédé le commandant en chef de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz. Conformément à la volonté du compagnon fidèle, sa dépouille sera incinérée dans les premières heures de la journée de samedi. Hasta la victoria siempre. Avec Fidel Castro, c'est l'un des grands hommes du XXe siècle qui disparaît. Adulé par ses compatriotes, l'ancien guérillero avait réussi à faire de Cuba l'un des enjeux majeurs du bras de fer entre superpuissances. C'était une de ses dernières apparitions, quand le père de la révolution cubaine était sorti de l'ombre pour rencontrer le pape Benoît XVI à la Havane. Le vieil homme sur ces images est bien l'intrépide guérillero qui a bouleversé l'histoire de son pays un demi-siècle plus tôt. C'est dans les montagnes de la Sierra Maestra que Fidel Castro a dit avoir passé ses plus belles années. C'est là qu'il a construit son personnage de chef militaire, adopté la barbe et le treillis, devenu sa marque quasiment jusqu'à la fin. À l'époque, il mène une poignée de guérilleros auxquels personne ne croit, et pourtant, au bout de 2 ans, il prend le pouvoir contre le régime autoritaire de Batista. Le 8 janvier 1959, il est accueilli en triomphe à la Havane. Personne alors ne parle de communisme. Avocat, fils d'un propriétaire terrien espagnol éduqué chez les jésuites, le nouveau maître de Cuba rassure. Mais rapidement, Fidel Castro met en place un régime révolutionnaire. À la baie des Cochons en 1961, il écrase une rébellion fomentée par les États-Unis. En 1962, la crise des missiles russes pointés vers la Floride le place définitivement dans le camp de Moscou. Passionnément anti-américain, il devient le symbole de la lutte contre l'impérialisme dans le monde entier. Fidel Castro a toujours été convaincu d'avoir une mission historique dépassant les limites de son île des Caraïbes. Il a cherché à exporter sa révolution par les armes ou les idées, sans toujours y réussir. Son ancien bras droit, le Che Guevara, y a même laissé sa vie en Bolivie. En près de 50 ans, Fidel Castro a été l'incarnation de Cuba. 7 Cubains sur 10 n'ont connu que lui comme chef d'État. Pour son peuple, il était fidèle, un président omniprésent au mémorable discours fleuve, un président paternaliste qui revendiquait le meilleur système éducatif et de santé des Caraïbes. Mais pour ses adversaires, il reste un dictateur inflexible ayant fait emprisonner des milliers d'opposants. Fidel Castro a été le champion du monde de la longévité au pouvoir hors monarchie. Il a connu 11 présidents américains. Il a survécu à la période spéciale, synonyme de terrible pénurie pour les Cubains, après la disparition de l'URSS et de son aide financière. Et il s'est trouvé sur la fin de nouveaux alliés comme Hugo Chavez, le président vénézuélien grâce à qui Cuba doit sa survie économique. Depuis le 26 juillet 2006, Fidel Castro avait quasiment disparu de la vie des Cubains, faisant quelques rares apparitions comme sur ces images. Malade, affaibli par une lourde opération, il avait cédé depuis cette date le pouvoir à son frère Raoul. Mais le père de la révolution cubaine veillait à distance sur la survie de son régime et publiait régulièrement ses réflexions dans la presse cubaine. Car, disait-il, les vrais révolutionnaires ne se retirent jamais. Ridicule, tel est le terme utilisé par Donald Trump pour qualifier la demande de recomptage des voix exigée par ses adversaires politiques. Selon Donald Trump, le peuple s'est exprimé et cette élection est terminée. Une demande ridicule selon Donald Trump, celle de Jill Stein, ex-candidate écologiste à la Maison-Blanche, de recompter les voix de l'élection présidentielle américaine dans le Wisconsin. Le président élu a réagi dans un communiqué déclarant « Le peuple s'est exprimé, cette élection est terminée ». Hillary Clinton, pour sa part, a annoncé qu'elle participerait au nouveau décompte des voix dans cet État, tout en soulignant n'avoir pas constaté d'irrégularité. Jill Stein, membre du Green Party, a déposé une demande officielle de recomptage dans le Wisconsin et entend faire de même pour 2 autres swing states, Michigan et Pennsylvanie. Une collecte de fonds est en cours pour financer ces recomptages. En France, François Fillon a remporté largement la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre représentera la droite à la présidentielle de 2017.
La primaire de la droite française a été largement remportée par François Fillon. Il a obtenu environ 66,7% des suffrages, contre à peine 33,3% pour Alain Juppé. Il représentera donc le parti Les Républicains lors de la présidentielle du printemps 2017. Soutenu par les catholiques, il promet de supprimer 500 000 postes dans la fonction publique. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Voilà pourquoi ce soir, je tends la main à tous ceux qui veulent servir notre pays. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avait un programme beaucoup plus centriste, mais il a obtenu à peine 5 points de plus qu'au premier tour. Les électeurs de gauche ne se sont donc pas déplacés en masse pour le soutenir. Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle et la victoire en mai prochain. La participation a été encore plus importante qu'au premier tour où elle avait dépassé la barre des 4 millions de votants. Le président socialiste sortant, battant des records d'impopularité, doit annoncer cette semaine s'il se présente ou non à sa propre succession. Plusieurs fois ministre et même Premier ministre, François Fillon est longtemps resté dans l'ombre. Mais cette fois, il a déjoué tous les pronostics en remportant cette primaire. Regardez. La droite s'est trouvé son candidat. C'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. C'est un triomphe pour celui qui fut le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Crédité de seulement 12% des intentions de vote début novembre, il avait réussi une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite. C'est la droite de conviction, la droite à la fois libérale et conservatrice qui gagne ce soir. Au deuxième tour, il devance un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé, resté longtemps le grand favori. Plusieurs fois ministre avant d'accéder à Matignon en 2007, François Fillon, d'apparence lisse, rarement souriant, est resté longtemps dans l'ombre d'un Philippe Séguin ou d'un Nicolas Sarkozy. Mais il s'est émancipé. Pour 2017, il a décidé de frapper fort avec un programme économique très libéral qu'il qualifie lui-même de radical. Nous réduirons le nombre des emplois publics en rendant le service public plus efficace, plus moderne, plus fort, grâce en particulier au retour des 39 heures. Il promet aussi 100 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de départ à la retraite. François Fillon, catholique assumé, père de 5 enfants, est également hostile à l'adoption par les couples de même sexe et à l'avortement, même s'il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi Veil. Ses positions lui assurent le vote catholique et le soutien d'une partie de l'extrême droite, aux grandes dames de la gauche, mais aussi de son ancien rival Alain Juppé. Sa proximité avec le leader russe Vladimir Poutine lui vaut aussi des critiques virulentes. Après une longue campagne de terrain, à 62 ans, François Fillon est finalement parvenu à donner l'image d'un homme neuf, malgré 5 ans à Matignon, et à détacher son image de Nicolas Sarkozy, détesté d'une bonne partie de l'électorat de droite. On a besoin de ça, quelqu'un qui redonne une autre image de la politique. Pour le moment, on a tous l'image que ce sont des truands, des gens qui magouillent en 2 mots, qu'ils essaient de comploter, ils nous prennent pour des pions. Au printemps prochain, François Fillon a de fortes chances d'affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. La plupart des enquêtes d'opinion annonçant l'élimination de la gauche dès le premier tour. Les Suisses ne sont pas d'accord pour accélérer leur sortie programmée du nucléaire. Ils l'ont exprimé par référendum à près de 55% des voix contre une proposition de fermeture de réacteurs nucléaires. Plus de détails dans ce reportage. Les Suisses rejettent par référendum d'accélérer leur sortie programmée du nucléaire. Ils ont voté à près de 55% contre une proposition soutenue par les écologistes de fermer dès l'année prochaine 3 des 5 réacteurs nucléaires fonctionnant actuellement sur le sol suisse. Leur proposition n'a ni obtenu la majorité au niveau national, ni en nombre de cantons. Elle prévoyait une sortie définitive du nucléaire en 2029. Le plan actuel du gouvernement envisage bien à long terme une sortie définitive sans fixer de date.
La Suisse produit un tiers de son électricité à partir du nucléaire. Dans la foulée de la catastrophe de Fukushima, le gouvernement a commencé à vouloir réduire cette proportion. L'entreprise, qui exploite le réacteur de Mühleberg, ici à Limage, dans le canton de Berne, a déjà prévu de le fermer en 2019. Le gouvernement et les industriels s'opposaient à la proposition rejetée, mettant notamment en avant des risques de coupure d'électricité. Et pour finir, le footballeur nigérian Harrison Chinedu a établi un record pour le moins insolite en parcourant près de 103 km à bicyclette avec un ballon de football en équilibre sur la tête sans le faire tomber. Regardez. Le footballeur nigérian Harrison Chinedu a établi un record pour le moins insolite en parcourant 103 km à bicyclette avec un ballon de football en équilibre sur la tête sans le faire tomber. Parti d'une plage en banlieue de la mégapole nigériane Lagos, il a rejoint le centre de la ville en zigzagant entre les bouchons tout en évitant les vendeurs de rue et les nids de poules. C'est un record que j'ai réalisé et j'en suis content. Maintenant, j'attends que le Guinness World Record le valide et me donne les résultats. Chinedu n'est pas à son premier exploit. En mars dernier, il est entré dans le livre Guinness des records après avoir parcouru à pied 48 km en 6 heures et 15 minutes avec un ballon de football en équilibre sur la tête. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que se termine cette édition du journal sur The Blessing Channel. Restez bénis.